Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Belgocam 21 TV. Au sommet de cette émission de géopolitique, les sanctions internationales. 36 pays dans le monde sont sur sanctions internationales, notamment la Russie, Haïti, Hong Kong, Cuba, la Syrie, pour ne citer que cela. L'Union européenne intervient à la fois sur les plans financiers, humanitaires et militaires. Au total, environ 85 milliards d'euros d'aide ont été fournis à l'Ukraine. À compter de 2022, par l'Union européenne elle-même, ainsi que l'ensemble des 27 membres. Le Conseil européen, pour la période 2024-2027, une facilité de 50 milliards d'euros a été approuvée le 1er février 2024 par les chefs d'État et de gouvernement des États membres réunis au Conseil européen à Bruxelles. Un instrument constitué de 33 milliards d'euros de prêts et de 17 milliards d'euros de dons pour l'Ukraine. Le contexte géopolitique actuel est-il encore favorable à l'application des sanctions? Là est la question que l'on pourrait se poser. Quel impact les sanctions occidentales pourraient avoir sur l'Occident? C'est une question qui n'a pas souvent été posée. Je suis accompagné de M. Etoga, maître en communication et marketing corporate. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. C'est tout un plaisir que de vous accompagner tout au long de cette émission. Monsieur Toga, malaise social en Allemagne, crise économique budgétaire, les Allemands réclament une augmentation de salaire. Est-ce que les sanctions européennes se font ressentir du côté de l'Allemagne? Il faut déjà tirer l'élément important qui permettrait de répondre à votre question. C'est le concept de malaise social. Et qu'est-ce qui génère, n'est-ce pas, ce malaise social-là? C'est là qu'on pourrait dénicher toute la réponse qui siérait à votre questionnement. Et si le malaise social il est perceptible au niveau de l'Allemagne, c'est tout simplement du fait de la perte du pouvoir d'achat, ce qui pousse, n'est-ce pas, les syndicats à revendiquer, n'est-ce pas, une augmentation du pouvoir d'achat dans les différents ménages. Et cela pourrait s'expliquer en relation, n'est-ce pas, avec les sanctions émises par l'Union européenne au niveau de la Russie. Ce qui, d'un point de vue géopolitique, a permis de mettre en contrebalance, n'est-ce pas, les relations de pouvoir ou bien les relations d'influence, dans la mesure où la Russie a riposté, à savoir que le gaz et l'énergie ont augmenté, tout simplement pour la simple et bonne raison que les livraisons venant, n'est-ce pas, de ce pays sanctionné n'arrivent plus à bon port dans la communauté européenne, ce qui a fait flamber les prix et donc a augmenté le pouvoir d'achat de certains ménages. Mais rappelons déjà que l'inflation en 2023, parlant aux alentours du février 2023, en Allemagne, était déjà autour de 7,9%. Et le gouvernement allemand a essayé de réfléchir parce qu'il sentait déjà, n'est-ce pas, ce poids-là impacter véritablement dans la vie du pouvoir d'achat des Allemands. Il a mis en place un plan d'action, un plan de soutien, on va dire, à hauteur de 130 milliards d'euros pour venir en aide, subventionner, n'est-ce pas, l'énergie des pouvoirs ménagers et conforter leur pouvoir d'achat et asseoir, n'est-ce pas, assainir assainir tout simplement ce climat social, ce malaise social qui était déjà naissant. Mais cette action-là n'a pas eu gain de cause au niveau de la population. Les syndicalistes se sont soulevés pour revendiquer une fois de plus une augmentation du pouvoir d'achat des ménages. Et donc le malaise social en Allemagne viendrait du fait, n'est-ce pas, des sanctions occidentales qui se retournent contre cette première puissance au niveau de l'Europe. Et donc cette énergie qui aidait, n'est-ce pas, la productivité au niveau de l'Allemagne n'arrive plus et il y a cette raréfaction de cette énergie-là et il va falloir, n'est-ce pas, se ravitailler ailleurs. Et qui est en bonne position pour ravitailler, n'est-ce pas, l'Allemagne dans cette énergie manquante ou raréfiée sur
son territoire, ce n'est que le gaz liquéfié américain. Et vous avez souvenance que le transport de ce gaz, naturel liquéfié-là a un coût exorbitant qui doit être supporté par le gouvernement allemand. Et donc, cette alchimie de pensée qui voudrait qu'on s'abstient de se ravitailler auprès de la Russie à un moindre coût et sanctionner, n'est-ce pas, ce pays-là pour se faire ravitailler au niveau des États-Unis. C'est tout bénéf pour les États-Unis, mais ça produit un climat social fort dommageable pour la paix sociale dans l'économie allemande. 7 États membres de l'Union européenne adoptent leur 13e paquet de sanctions envers la Russie. 106 personnes et 88 entités sont ajoutées aux listes des sanctions européennes. Est-ce que ces nouvelles sanctions vont affaiblir la machine de guerre russe? Les précédentes sanctions, déjà il faut rappeler ici que les sanctions ont eu 3 objectifs majeurs à atteindre. Déjà, amoindrir la puissance économique russe, nuire à la capacité de gouverner du président Vladimir Poutine, à défaut, le chasser du pouvoir, tout simplement, et ramener l'économie russe à sa plus simple expression. Et ces sanctions-là émises n'ont pas, à l'heure actuelle, acté l'un des trois objectifs fixés au préalable. Et c'est donc dire que la Russie, dans son action de riposte, a mis en place des actions qui lui ont permis de protéger, n'est-ce pas, l'économie russe et de protéger, n'est-ce pas, sa gouvernance. Je dois dire ici qu'en 2022, quand les sanctions sont émises, le pouvoir d'achat, le PIB au niveau de la Russie a chuté de 3,9%. Et en 2023, on parle d'une inflation de 12,2%. Vous voyez ici que les sanctions ont quand même eu un impact sur l'économie russe. Mais sauf qu'il faut être prudent avec ces chiffres-là parce que ça vient, n'est-ce pas, des institutions qui combattent la Russie. Et donc, il faut prendre ces données-là avec beaucoup de prudence. Mais si on reste objectif avec le rapport qu'a rendu la Banque mondiale pour montrer que, malgré les sanctions qui pèsent sur la Russie, le président Vladimir Poutine, un bon gestionnaire, et le fait que les Russes ont compris les enjeux de la lutte que mène leur leader a permis de conforter la croissance économique dans ce pays-là. C'est donc dit que les sanctions continuellement émises au niveau de la Russie ne portent pas forcément les desseins escomptés. C'est-à-dire qu'on continue, s'il faut un peu être vache, on va dire que les États occidentaux, en particulier l'Union européenne, continue dans une bêtise continuelle. C'est-à-dire qu'elle continue à émettre des sanctions sans toutefois analyser déjà les sanctions, les premières sanctions qui n'ont pas porté des fruits, mais ils continuent dans l'espoir de voir s'effondrer l'économie russe ou bien alors les oligarques russes qui, selon eux, soutiennent les actions de Poutine au niveau national et international. C'est donc dit que, par exemple, que les sanctions, parlant de ces mesures prises par l'Union européenne, envisageaient aussi de limiter la Russie dans sa collaboration avec d'autres nations et nuire à sa capacité de commercer avec les autres, c'est-à-dire limiter sa capacité d'acheter les matières premières lui permettant de produire les armes, les munitions, qui l'aiderait à mener son opération militaire spéciale au niveau de l'Ukraine. Et donc ces sanctions-là, selon l'Union européenne et les pays alliés, étaient envisagées pour
amoindri la capacité de la Russie à mener la guerre. Mais rendu à l'heure actuelle, on se rend bien compte que sur le terrain, la Russie se porte bien. Elle a mené avec maestria, n'est-ce pas, l'offensive et contrer la contre-offensive de l'Ukraine. Et ce n'est pas moi ici qui vais faire la fine bouche, parce que ce constat-là vient, n'est-ce pas, du Pentagone, qui essaye de montrer que la Russie a anticipé sur le plan de la contre-offensive de l'Ukraine, et ce qui lui a donné une longueur d'avance dans les actions qui devaient être prises. Et donc, vous voyez ici que les sanctions, qu'ils soient émis ou pas, la Russie est confortée dans sa logique d'opérations militaires spéciales et des objectifs qu'ils doivent atteindre. Et si vous avez souvenance de ce précédent discours à la nation que le président Vladimir Poutine a eu à faire, on se rend bien compte que selon lui, je pense qu'on avait déjà parlé de ça, selon lui, il y a un des objectifs qui a déjà été atteint, à savoir restituer l'honorabilité du Russe partout où il se trouve. Vous voyez qu'il ne met plus l'accent là-dessus, il met plutôt l'accent sur la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Union européenne, s'ils continuent à faire de l'esbrouf en émettant des sanctions comme ils ont soi-disant l'habitude de le faire, je pense que la Fédération de Russie est quelque peu confortée à recevoir des sanctions, et ils anticipent même déjà sur les sanctions. Vous savez que la dédollarisation du monde, c'est un mouvement qui est porté par la Russie avec l'émission d'un nouveau, la sortie, n'est-ce pas, de la Russie du système SWIFT, qui a fait l'émergence, n'est-ce pas, du MIR, qui permet toujours les transactions entre les nations, de commercer librement et de commercer maintenant en monnaie nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie permet de dédollariser le commerce international. C'est pourquoi le contrepoids en termes de sanctions, il est quelque peu David contre Goliath. 27 organisations qui continueraient à soutenir directement la Russie ont été identifiées par les 27 États membres de l'Union européenne. L'Inde, le Sri Lanka, la Chine, la Serbie, le Kazakhstan, la Thaïlande ou encore la Turquie. Est-ce que du jour au lendemain, ces pays arrêteront de soutenir ou d'échanger commercialement avec la Russie? Vous savez, je parlais dans la précédente question de dédollarisation du monde. Et si on parle de dédollarisation du monde, on voit ici l'effondrement de l'unipolarité du monde dont la figure tutélaire est naturellement les États-Unis et la communauté internationale. Et donc, la pression mise sur les différents pays qui tenterait de traiter ou commercer avec la Russie n'a pas cette force qu'elle aurait eue dans le passé, dans la mesure où il y a une marge de manœuvre qui est permise ici par la puissance militaire et économique russe et le bloc allié qui va avec. C'est-à-dire que si aujourd'hui les pays du tiers-monde essayent de commercer avec la Russie, si on était à l'époque de Muammar Kadhafi, pas loin, dans les années de 2011, on se rendra à l'évidence que c'est un coup d'État, c'est une révolution de couleur qui est fomentée sur le territoire de ce dirigeant-là, rendu à l'heure actuelle, où l'actualité n'est que la dédollarisation du monde et la multipolarité. On ne peut aucunement avoir peur de commercer avec la Russie. C'est pourquoi le Mali, par exemple, s'affirme en termes d'indépendance de choix dans les différents partenaires avec qui traiter, et non pas les sanctions de comment je dois traiter avec le partenaire qui, de mon point de vue, est bénéfique pour mon évolution et mon développement. Et donc, vous voyez ici que j'ai envie de dire quoi, ce besoin d'effacer, n'est-ce pas, toute relation avec la Russie, entre la Russie et les pays du tiers-monde, est un élément fort important. Quand on se souvient que je lisais déjà un article il y a 2 jours qui essayait de démontrer que le président Poutine a eu
quelques échanges avec le précédent président des États-Unis qui lui faisait des réflexions sur le développement de l'Afrique. Et les réflexions portaient, par exemple, aussi sur le fait que les États-Unis doivent non pas s'opposer au développement de l'Afrique, mais laisser les Africains choisir en âme et conscience leur développement. Mais si je vous donne la réponse de l'argumentaire du président Donald Trump, vous allez tomber à la renverse, dans la mesure où il a fort clairement dit que les États africains n'ont pas besoin de développement. Et donc, c'est montré ici que le président Poutine, en collaborant avec les États africains, n'est pas dans l'idéologie de subjuguer une quelconque nation que ce soit. Les Africains sont sanctionnés, comme la RDC est sous sanction. La RDC est-elle indépendante? C'est toute une question qu'il faut se poser ici. Parce que si on remonte dans les années 1960 à nos jours, il y a toujours une force tutélaire qui est là-bas. En ce moment-là, c'est vrai que avec le peuple qui se soulève, ils sont en train de vouloir partir de ce pays-là. Mais rendu à l'heure actuelle, on se rend bien compte que la RDC a toujours été minée par les puissances occidentales qui ont toujours voulu avoir une mainmise sur les richesses de ce pays-là pour continuer, n'est-ce pas, leur domination en termes numériques. Vous savez naturellement que la plupart des matières premières qui servent au développement numérique viennent de ce pays-là. C'est donc dit que la RDC, aucunement, n'a été indépendante dans son évolution. Et si elle le revendique aujourd'hui, c'est tout bénef pour ce pays-là. Si je reviens parlant des pays du tiers-monde, on voit bien que nos économies sont branque-ballantes, sont mal ficelées, ne sont même pas existantes. Et donc, vous voyez ici que si l'Union européenne, qui fait poindre à l'horizon une menace qui tendrait à faire savoir aux différents pays, aux différentes nations africaines, par exemple, que si vous commercez avec la Russie, voici ce qui vous attend. Donc, il y a cette menace existentielle qui nie la souveraineté des nations à ce moment-là. Et je pense que le Mali est en droit de revendiquer sa souveraineté. Et toutes les nations africaines sont en droit de revendiquer leur nationalité et affirmer cette nationalité-là. Si vous voyez un peu la relation de l'Union européenne et la Turquie, je pense que vous avez cité ce pays-là, vous voyez que c'est du tic au tac. Donc la diplomatie aujourd'hui n'est plus dans la fine bouche, elle est dans l'affirmation de son identité, de son idéologie, de l'idéologie ou de la philosophie de gouvernance que je greffe à ma nation. Et donc, si vous êtes une nation amorphe qui accepte tout et qui mendie tout sans toutefois avoir de dignité, je pense que ça va continuer à se faire taper dessus. Mais je considère qu'aujourd'hui, l'Union européenne, les États-Unis, dans ce monde de multipolarité et de dédollarisation, on se rend à l'évidence qu'ils sont dans les poubelles de l'histoire, j'ai tout simplement envie de dire, et s'ils ne font pas un aggiornamento de leur politique vis-à-vis de ces pays qui aimeraient trader avec la Russie, je pense qu'ils ne verront que leurs intérêts qu'ils aimeraient bien protéger sur le continent, ou alors des pays qui traitent avec la Russie s'amoindrir. Après le début de l'invasion en février 2022, la Russie a été frappée de près de 1000 sanctions économiques. Selon la cellule internationale d'investigation journalistique allemande, on compte 14 500 sanctions environ contre des entreprises, des institutions ou des particuliers russes. Monsieur Toga, est-ce que ces sanctions sont uniquement administratives? Je ne saurais dire qu'elles sont administratives. Elles ont une visée politique et géopolitique parce qu'elles essayent d'influencer, n'est-ce pas, les décisions de ces oligarques russes-là et mettre la pression sur eux pour qu'ils ne soutiennent plus la politique selon l'Union européenne impérialiste, expansionniste de Poutine au niveau de l'Ukraine et dans sa généralité, dans son extrapolation
on va dire que dans les pays qui constituaient l'URSS. Et donc, c'est dire ici que ces sanctions administratives sont préventives dans une certaine mesure, dans la mesure où ils essayent de faire comprendre, n'est-ce pas, aux pays alliés qu'on essaye de travailler à ce que la philosophie ou bien l'idéologie guerrière du président Vladimir Poutine ne soit pas mise en branle, dans la mesure où les financiers de cette politique-là sont sanctionnés. Mais si on avait eu une émission ici, je pense qu'on avait traité de cette question-là. Et je ne suis aucunement juriste, mais s'il y a un juriste qui s'intéresse à la question, il se ferait une renommée internationale à New York pareil, dans la mesure où il tenterait de démontrer, au regard de l'article 17 de la Charte des droits de l'homme, ou bien de la liberté de propriété, de l'article 17 justement de ce document-là, démontre que les Russes sont en droit de disposer de leur propriété comme ils le veulent. Mais sauf que rendu à l'existence actuelle, qui tend à démontrer que l'action du président Poutine au niveau de la Russie a eu un impact dans l'analyse de la disposition juridique de ce document-là et qui annule tout simplement cette disposition-là pour empiéter dans la propriété privée de ces oligarques. Cela démontre que l'Union européenne, toute la communauté internationale ne sont que des institutions d'ingérence. Et on est là en pleine ingérence, même dans la vie privée des citoyens russes. Et on se rend à l'évidence qu'on est là dans les années 1930, l'arrivée de Hitler au pouvoir, et bien avant, le pouvoir fasciste de Benito Mussolini, qui était à la chasse des Juifs. Rendu à l'heure actuelle, est-ce que le russe est devenu juif, dans la mesure où ces puissances-là voient en le russe un ennemi à abattre. C'est déjà le porte-parole de l'ambassade russe au niveau de la France qui, sur un plateau de télévision, s'offusquait déjà du fait que les Français, du moins les médias français, voient en le russe un ennemi. Et il demandait quand est-ce que ce gap a été franchi. C'est dit, par exemple, que tout simplement, la Russie aujourd'hui est quelque peu, par son action, non pas isolée comme ils ont voulu le faire avec les sanctions, mais à continuer à commercer et à développer même son aura au niveau international. On voit le voyage de Vladimir Poutine au niveau de l'Iran, on voit son déplacement à grandeur nature au niveau de la Chine, on voit, n'est-ce pas, les différents partenariats que Sergei Lavrov et j'en passe essayent de tisser pour l'émergence d'une nouvelle manière d'avoir des relations internationales. Et donc, cette manière de faire sans diktat, sans toutefois avoir une ingérence dans la politique interne des nations, sans, de mon point de vue, avoir un œil sur les matières premières qui ne vous appartiennent pas. Parce que vous venez là en exploitant forestier, mais sauf que vous dépossédez les nations pour vous accaparer, n'est-ce pas, de leurs richesses. La Russie dit non à ça. Sur l'article 17, l'Union européenne a dit que l'URSS, la Russie a détruit l'Ukraine. Et le seul pays qui va reconstruire l'Ukraine, ça sera la Russie. Donc l'Union européenne a saisi les fonds de la Russie qui se trouvaient sur le territoire européen. C'est encore une interprétation qui tend à montrer qu'on est véritablement dans cette époque fasciste et puis les années hitlériennes, dans la mesure où vous ne pouvez pas, de mon point de vue, votre enfant, je vais faire une métaphore ici, votre enfant commet un délit et c'est le parent qu'on vient sanctionner. Je pense que chacun est responsable devant la loi. Pourquoi sanctionner le russe, lui qui commerce, qui fait du business au niveau international? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est russe, vous voulez le sanctionner? Non, je pense que non. S'il faille réfléchir ainsi, je pense que les Africains sont en droit de revendiquer toute réparation qui les ont conduits vers l'esclavagisme, vers l'esclavage, vers la colonisation, vers le néocolonialisme, demander réparation et non pas demander réparation, appliquer
appliquer, n'est-ce pas, comme l'Union européenne tenterait de le faire auprès des citoyens russes, appliquer la même procédure. Et donc, ils ne peuvent aucunement nous déposséder, nous Africains, de ces comme ils l'ont fait. Et eux, quand le président Vladimir Poutine lance son opération militaire spéciale, qui parle de dénazification, et on connaît la contextualité de ce concept-là, et les événements historiques que cela rappelle. C'est dit, par exemple, dans nos émissions, on parlait du procès de Nuremberg. Donc, tous ces pays constitutifs de l'Union européenne ont oublié la portée du procès de Nuremberg dans la mesure où ils s'en moquent. Ils sont dans la continuité de la politique du... Ce ne sont pas des moyens de pression. Mais dans le gouvernement hitlérien, pour mettre la pression aux Russes, aux Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vous dépossédaient de vos richesses, ils vous mettaient au goulag. Là, c'est un goulag modernisé. C'est un goulag modernisé. Vous ne pouvez plus commercer au niveau international. Le Russe ne peut plus commercer au niveau international parce que sa propriété sera accaparée. Il ne peut plus se mouvoir tranquillement parce que son yacht sera accaparé. Vous voyez ici qu'ils sont dans cette logique-là, cette logique qu'ils ont toujours pratiquée auprès des Africains, et donc c'est dans la continuité qu'ils essayent de le pratiquer au niveau du Russe. Mais 14 500 sanctions en vigueur. Mais vous voyez bien que si ils n'ont pas pris ça en 3 ans. Ils n'ont pas pris ça en 3 ans de guerre. Cela remonte au niveau de la révolution du Maïdan, par exemple. La révolution du Maïdan, la Crimée, le Donetsk, Lugansk. Vous voyez que tout ça remonte. Maintenant, il y a une révolution de couleur qui est née de la révolution du Maïdan avec le renversement de Yanukovych. Ce coup d'État que la Russie n'a pas accepté jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ces 14 500 sanctions montrent que l'Union européenne et la communauté internationale ont un regard sur ce pays qu'est l'Ukraine pour, n'est-ce pas, implémenter leur idéologie et se rapprocher au plus près, n'est-ce pas, de la Russie. Sauf que ils n'ont pas pris en compte, comme le disait déjà ce diplomate russe, sur une chaîne concurrente au niveau de la France, que vous avez émis des sanctions. Mais sauf que les sanctions avaient des objectifs que j'ai dictés lors de ma première réponse, je pense, n'ont pas porté leurs fruits. Et donc aujourd'hui, c'est la victoire de Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie. C'est la victoire du peuple russe qui a compris les enjeux de l'avenir de son pays. C'est la victoire tout simplement des pays qui n'ont refusé ce diktat international. Encore un nouveau mot qui est apparu dans les années de Seconde Guerre mondiale, le diktat, qui a poussé n'est-ce pas, le Führer à déclarer la guerre, à s'aventurer à se lancer dans une aventure guerrière, parce qu'il y avait le diktat sur la Lorraine et l'Alsace. Vous vous souvenez de ce traité de Versailles. Aujourd'hui, nous sommes dans plein diktat sur l'économie russe. Et donc, vous voyez ici que même les sorties du président russe tendent à montrer que si le cap est franchi, nous sommes dans la guerre. À proprement parler. Mais sauf que si vous restez sur vos positions de diplomate, que vous parlez tout simplement, moi, mon opération militaire spéciale doit continuer parce que les objectifs ne sont pas encore atteints et ils doivent être atteints parce que c'est le discours que, par exemple, le précédent président de la Fédération de Russie, Medvedev, tient. Le numéro 2 du Conseil de sécurité russe, Dimitri Medvedev, a juré que son pays se vengera des sanctions occidentales annoncées à l'occasion du 2e anniversaire de l'offensive contre l'Ukraine. Est-ce que ces propos peuvent être pris au sérieux? Mais je pense que c'est pris au sérieux dans la mesure où il est quand même vice-président et il a occupé les plus hautes fonctions de la Russie. Donc il est au fait d'un certain nombre de renseignements et il continue à avoir ce rapprochement facile avec le président actuel. C'est-à-dire que les sanctions, naturellement, ont eu des représailles sur l'économie russe, mais sauf que, comme je le disais par le passé, la Russie a su
a su se relever de cette sanction-là, dans la mesure où elle a développé déjà son agriculture, quand en 2014, l'Union européenne émettait déjà les premières sanctions. La Russie a, de mon point de vue, pratiqué ce qu'on pourrait appeler le protectionnisme. Elle s'est recroquevillée sur elle-même, travaillé sur ses citoyens, préparé. Certains analystes experts dans le domaine disent naturellement que la Russie s'est préparée pendant 20 ans pour arriver où elle est aujourd'hui, à reconstruire, n'est-ce pas, son identité au niveau, ou alors son aura au niveau international. Et donc, si le président Medvedev tient ce propos-là, c'est parce qu'il est au fait de cette évolution-là. Et étant au fait de cette évolution-là, et du fait aussi que le côté occidental est dans une décadence à nul autre pareil. C'est le professeur Emmanuel Todd, un anthropologue français, qui a sorti un livre tout récent, là, la défaite occidentale, qui montre que la décivilisation est le produit de ce qu'on a aujourd'hui au niveau occidental. Et donc, il y a un combat culturel qui est à l'heure et est pratiqué aujourd'hui. La Russie qui combat, qui lutte pour la souveraineté de la famille, l'Occident pour n'est-ce pas, l'embellissement des valeurs créées de toutes pièces. Il y a aussi un nouveau livre, Sodoma, d'un journaliste français qui, j'oublie les noms, désolé, mais Sodoma, on peut retrouver sur toutes les plateformes de vente des livres en ligne, qui essaye de montrer que le Vatican est dans la mise en application de ce projet de décivilisation qui montre que, n'est-ce pas, le catholicisme ou bien les religions qui promeuvent une certaine moralité saine entre les peuples ne sont pas en accointance avec ce que l'humanité voudrait. Et donc, Emmanuel Todd, cet illustre professeur-là, montre tout simplement que la défaite de l'Occident n'est pas du fait de la Russie, mais c'est une autodestruction. C'est de l'autodestruction qui est fait. Et donc, le président Medvedev est au fait de tout ça. Et vous avez, n'est-ce pas, le Razi de cet intellectuel russe qui a défini véritablement la nouvelle politique eurasienne de la Russie. C'est dit tout simplement que les sanctions, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, la Russie doit arriver où elle s'est définie comme cap. Mais sauf que à l'heure actuelle, on essaye naturellement de greffer à cet objectif imaginaire déjà quelques points d'achoppement, dans la mesure où on essaye de dire au niveau occidental que la Russie tenterait de reconstituer, n'est-ce pas, son espace territorial dans les périodes de guerre froide. C'est dit aussi que je pense que, rendu à l'heure actuelle, le pouvoir qu'a connu le vice-président Medvedev, le pouvoir que connaît aujourd'hui Vladimir Poutine, ils sont dans une logique de restitution de l'honorabilité du Russe, l'honorabilité de la nouvelle gouvernance internationale. Les relations de pouvoir, comment les reconsidérer dans la mesure où, à l'époque du monde unipolaire, puisqu'il faut parler de ce monde-là au passé, c'était le rapport de force qui était géré avec la mondialisation et la globalisation. Et Emmanuel Todd, qui nous rappelle que la globalisation n'est que le produit de la décivilisation de ce monde-là. Donc vous voyez ici que l'objectif ou alors l'horizon de gouvernance des pouvoirs occidentaux ne nous mène qu'à la déchéance, à la décadence. Or, Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, dans toutes ses sorties, vous avez peut-être écouté son discours avec votre confrère Carson, où il démontre historiquement, point par point, comment est-ce que, si on regarde, si on prend la lecture, non pas d'un point de vue historique, justement pour l'analyse du pays russe, on va voir qu'il essaye de restituer la famille au cœur de sa gouvernance, dans la mesure où, dans les années de Nikita Khrouchtchev et de Gorbatchev, on voit bien que
c'était les périodes de famine où le Russe a traversé des périodes difficiles. Cette fameuse perestroïka. La perestroïka qui avait connu la bénédiction, n'est-ce pas, des États-Unis, et Mikhail Gorbatchev, flouté, s'est vu manger. Et ils avaient ouvert les vannes à l'entrée des marchandises américaines sur le territoire russe. Mais sauf que la réciprocité ne s'est pas faite et donc ils se sont sentis floutés. C'est d'où la réflexion. La réflexion est née et ce qui a conduit, n'est-ce pas, à travailler sur soi. Le Russe a travaillé sur lui pour arriver où il est aujourd'hui. Et donc, s'ils permettent, maintenant je parle en tant qu'Africain, s'ils permettent aujourd'hui aux pays africains de s'émouvoir et de s'affirmer et de s'émanciper convenablement, on voit bien qu'il y a certains pays qui essayent déjà de le faire, dans la mesure où le Mali répond du tic au tac. Puisque je suis dans cette lancée-là, vous avez souvenance de cette conférence de presse que le ministre des Affaires étrangères du Mali a donnée, où on lui posa la question qu'est-ce qu'il en est de la relation du Mali, des pays de l'AES et de la CEDEAO. Il dit que c'est une institution qui est passée et dépassée et que nous, on n'est plus dans la logique de réintégrer quoi que ce soit. Nous sommes dans la logique de converger vers des nations qui ont un même but, qui se sont fixés des objectifs clairs et qui travaillent pour les atteindre. On ne saurait retourner dans une institution qui ne travaille pas pour les intérêts des peuples africains, mais qui travaille pour l'asservissement continuel et perpétuel de nos peuples africains. C'est le cas de l'Occident avec le temps. Ah, tout à fait. Et vous me donnez des brèches. J'écoutais déjà un capitaine d'armée de l'armée française qui a démissionné d'ailleurs. Et je pense en 2020, il disait qu'il s'est rapproché du peuple pour porter les valeurs du peuple parce qu'il ne se retrouvait plus dans les valeurs que prône l'armée française. Il dit tout simplement que l'armée française n'est pas l'armée otanienne. Il y a, comme le président français a dit, qu'ils vont envoyer les troupes au sol au niveau de l'Ukraine. Il avise que si les militaires français se rendent en Ukraine pour mener la guerre contre la Russie, ils ont trahi le peuple français parce qu'ils ne sont pas des militaires otaniens. Et donc, il a fait ce discours-là pour montrer que même les Français, dans la structure militaire, ne sont pas en accointance avec l'ordre gouvernant. Et donc, c'est dire qu'il y a un schisme au sein de l'appareil de gouvernance au niveau des nations européennes. Et vous voyez ce clivage idéologique qui est patent, parce qu'on avait donné, je me souviens encore de cette émission quand je disais, d'ici 5 ans, l'Union européenne sera démantelée complètement. Vous voyez les prémices aujourd'hui avec cette sortie du président Macron qui essayait de montrer, d'amener toute l'Union européenne vers son action solitaire. Mais sauf qu'il a été rappelé à l'ordre par le chancelier allemand Olaf Scholz, il a été rappelé par le Polonais, il a été rappelé par bon nombre de présidents qui ne partagent pas cette vision-là. C'est donc dire que même au sein de l'Union européenne, il y a déjà un clivage, tout simplement par l'action du président russe, qui démontre aujourd'hui que l'Union européenne qu'on nous raconte, on nous rabâche les oreilles au niveau international, n'est aucunement une union. C'est une union d'intéressés. C'est une union de dictateurs qui arrivent sur un territoire pour piller tout simplement. Et donc vous voyez ici que, pour répondre à votre question, le président Medvedev, il est au fait de tout ça. Je ne pense pas. Je pense que ce sont des démocrates modernes. Non. La dictature économique, ça existe. La dictature culturelle, la dictature politique. C'est dans ces termes-là que j'utilise le concept de dictateurs. Ils ne sont pas des dictateurs qui matraquent. Non, ils sont des dictateurs politiques, économiques, culturels, dans la mesure où ils nient l'existence des autres nations, des autres cultures, des autres politiques, de l'indépendance des autres nations. C'est dans ce sens-là que j'utilise le concept de dictateur. Côté des États-Unis, Joe Biden a évoqué dans son communiqué plus de 500 nouvelles sanctions. Les États-Unis vont également prendre des mesures de restriction des exportations contre près de 100 entités qui fournissent
un soutien dissimulé à la machine de guerre russe. Monsieur Toga, les sanctions font leur apparition à l'approche de l'hiver. Est-ce que les sanctions ont un agenda et que se passera-t-il après la période estivale? Mais si les sanctions sont émises à l'heure actuelle, c'est pour atteindre un but. Vous savez que le gaz n'arrive plus convenablement dans les pays occidentaux, ce qui crée naturellement une inflation et un climat social tendu au niveau du climat sociopolitique occidental. Et donc, si les sanctions sont émises au niveau des États-Unis, corrélativement avec les sanctions émises par l'Union européenne, cela démontre tout simplement qu'ils veulent. C'est Edouard Bernays qui disait cela, et rappelé naturellement par le porte-parole de l'ambassade de la Russie au niveau de la France, rappelé qu'ils veulent continuellement garder le peuple dans un climat de torpeur, un climat de peur qui pointe le russe comme étant le diable absolu. Et donc, c'est dire ici que vous avez souvenance aussi de ces propos tenus par le président Biden qui traitait tout simplement son homologue de salopard. Et donc, vous voyez que ce discours communicationnel ne peut que permettre deux choses importantes, à mon sens. Dans la mesure où, de un, ça permettra de stigmatiser le pouvoir russe, de stigmatiser la gouvernance russe et de le noircir à telle enseigne que même dans sa sphère de gouvernance, il n'a plus la capacité de gouverner. Et donc, c'est une stratégie de propagande politique qui est mise en place pour montrer que la gouvernance au niveau de la Russie n'est qu'une gouvernance d'un dictateur. Et vous allez voir les éléments utilisés pour conforter cette position, cette manière de voir là. L'assassinat, selon les médias occidentaux, de l'opposant historique à Vladimir Poutine, au point où ils ont accueilli la veuve de cet illustre personnage russe qui demandait alors quand est-ce qu'ils vont arrêter d'émettre des sanctions, mais d'agir. Vous voyez qu'il y a une lassitude qui est née même au niveau des supporters citoyens, des supporters russes qui soutiennent, n'est-ce pas, la politique occidentale au niveau de la Russie. Il y a une lassitude qui est née parce qu'ils ne font que vivre dans une avalanche de sanctions, mais sans toutefois avoir les résultats escomptés. Le président Vladimir Poutine, qui est continuellement dans son opération militaire spéciale, eux, ils ne font que donner des sanctions comme ce que fait le président Biden. Le deuxième point que moi je trouve important à mettre en lumière ici, c'est la capacité des dirigeants occidentaux à faire croire que leur politique au niveau international est la meilleure. Ils se considèrent toujours dans ce monde unipolaire dont on n'avait pas forcément l'information adéquate pour décortiquer, n'est-ce pas, leurs agissements, ce qui nous permet aujourd'hui de dire que la censure médiatique a été utilisée pour canaliser l'information et orienter la réflexion de la communication de masse. Et donc, vous voyez ici que l'Union européenne, les États-Unis, qui frappent sur n'importe quel média, qui parle de la Russie. Donc, vous voyez comment est-ce que Carlson a été traité de maudit, de vendu, tout simplement parce qu'il a accordé une interview au président russe. Donc, tous les éléments, les sanctions, tout ce qui va avec, c'est pour démontrer que vous ne devez aucunement traiter avec le pouvoir existant au niveau de la Russie. Et donc, si vous traitez avec lui,
voici ce que vous perdez dans ce monde merveilleux que nous détenons entre nos mains. Si vous voulez appartenir à ce monde, ne traitez pas avec le président, l'ordre gouvernant russe. Et donc, les 100 entités citées, cela a un impact au niveau de la réputation de ces entités-là et de la réputabilité des dirigeants russes qui gèrent ces entités-là. Au niveau international, ils ne seront plus bien vus, du moins dans la communauté internationale. Mais s'ils s'y rendent en Iran, en Chine, ils seront accueillis parce que la Russie tisse des relations de très bons termes avec ces pays-là. Et vous avez l'ensemble BRICS qui aiderait, n'est-ce pas, à redorer le blason de ces oligarques russes-là. Un petit peu sur les propos inadéquats diplomatiquement du président Biden. Est-ce qu'en termes communicationnels, ces propos n'invoquent pas une certaine défaillance, une certaine défaite, une certaine façon d'être impuissant face à la détermination de Vladimir Poutine en traitant son homologue Vladimir Poutine de salaud? Être interprété de différentes manières. Mais la meilleure, de mon point de vue, et la plus vraie, serait de pointer du doigt cet agacement de voir 14 500 sanctions, une centaine émises à nouveau, mais sauf que la personne qui reçoit toutes ces sanctions continue de vivre comme si de rien n'était, et il a même une économie florissante. Or, vous, dans votre propre pays, vous subissez une inflation à nul autre pareil qui vous dépasse à la gérer, qui vous dépasse à la manager, vous avez le grognement du peuple face à cette inflation-là. Or, le président russe, malgré l'inflation du début de l'opération militaire spéciale, a su juguler cette inflation-là pour permettre au bas peuple de continuer à vaquer à ses occupations tranquillement, sans toutefois se soucier de la pression financière. On va augmenter les impôts, le pouvoir d'achat qui va baisser du fait des sanctions. Que non. C'est donc un effet domino qui est né et les sanctions sont retournées. Tout simplement, les effets des sanctions sont retournés dans les pays émetteurs, et on se rend bien compte que les citoyens de ces pays-là crient à l'inflation, crient tout simplement qu'ils sont asphyxiés. Et donc les dirigeants, que font-ils? Ils détournent, n'est-ce pas, l'attention de cette population qui revendique au bien-être, qui revendique déjà un pouvoir d'achat qui est chancelant, qui n'est pas aussi glorieux que ça. Et donc, si le président arrive à traiter le président Biden arrive à traiter le président russe de salaud, c'est aussi contextuellement, il est en posture de se dire qu'il doit travailler sur cette rivalité historique qui existe entre la Russie et les États-Unis pour montrer auprès de son électorat que lui, il n'est pas là pour traiter avec le président russe. Il est là pour lui faire comprendre qu'il est un dictateur, qu'il est tout ce qu'il y a de mauvais sur la terre, et dont la démocratie occidentale prônée par les Occidentaux, portée par l'Amérique, doit s'étendre au niveau de la Russie, et Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, n'aide pas à atteindre cet objectif-là. Et donc, il est un salaud. Et donc, vous voyez ici que, d'un point de vue de la communication politique au niveau de son électorat, c'est tout bénef. Parce que vous voyez qu'il va utiliser cela pour montrer que le président Trump, qui est son rival actuel, est en accointance et en affinité avec un rival historique qui viendrait nous espionner, piller les informations pour nous mettre mal, pour détruire nos intérêts au niveau international. Et donc vous voyez que le président Biden tient ces propos-là tout simplement pour montrer son agacement, pour montrer sa faiblesse déjà, pour montrer
que la diplomatie que les États-Unis nous ont tant longtemps montrée et enseignée n'est plus à l'ordre du jour. La véritable diplomatie, c'est celle qui insulte, dont la véritable nature du diplomate américain et occidental est à la place publique. C'est-à-dire, il ne respecte que ce que lui il dit, sans toutefois respecter ce que l'autre partie a dit. Et donc, traiter le président de salaud, c'est montrer tout simplement qu'ils n'ont plus la capacité de réfléchir ou alors la capacité de nuisance qu'ils avaient par le passé. Et donc, c'est un agacement de voir cette puissance-là se perdre. Que la bataille pour la conservation de l'hégémonie occidentale est entrée dans une phase plus ou moins décisive. Je peux considérer naturellement que le point d'achoppement de cette question a pour pilier central la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est qui permet de juguler les équilibres au niveau international et de montrer que l'hégémonie occidentale est dans le doute, dans la mesure où le pilier de leur logique de pensée est bousculé. Les valeurs promues, les valeurs qu'ils promeuvent au niveau international sont aussi remises en question. Le modèle économique, même s'il est partagé par les pays comme le BRICS, ne sont pas appliqués de la même manière dans la mesure où il n'y a pas je te donne si on est d'accord, je ne te donne pas si tu es en désaccord. Dans la mesure où vous avez souvenance, par exemple, que les rebelles sont mieux encadrés, sont mieux pris en compte que l'État qui se veut souverain. Je prends ici le cas de la Centrafrique, qui s'est vu sanctionné par un embargo sur les armes quand eux, ils voulaient défendre leur territoire face aux rebelles. Et donc, vous voyez ici que cette logique-là est bousculée par les positions que prend le président Poutine, dans la mesure où il dit la souveraineté des nations est au-dessus de tout. S'il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas c'est un retour à l'état de nature. Et donc le terrorisme pratiqué sur les différents territoires, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde, ne sont que, comme le disait un professeur au niveau des États-Unis, ne sont que des prémices qui permettent, quand on fait le lien, d'aboutir à une guerre mondiale qui se dessine. Et donc vous voyez ici que si les nations sont niées par les foyers de tension dissimulés un peu partout dans le monde, c'est tout simplement parce que cette hégémonie-là rencontre des rivalités, rencontre des idéologies divergentes, rencontre des pouvoirs qui tendent à asseoir eux aussi leur manière de penser, leur philosophie et définir une certaine coopération multilatérale qui aiderait, du moins sur le continent africain, qui aiderait le développement de leur pays. Je prendrai ici le cas du Mali, des pays de l'AES qui se sont radicalement tournés vers la Russie. Et vous avez la contre-riposte, n'est-ce pas, de l'hégémonie occidentale qui se fait naître sur le continent africain avec l'envoi des espions, des Blackwater, des opérations militaires clandestines sur le terrain pour nuire à l'évolution de cette relation qui met en déroute, n'est-ce pas, les intérêts et l'influence de cette hégémonie-là sur ces pays-là. Et donc vous voyez que oui, naturellement, on peut partir de la guerre en Ukraine pour faire des ramifications et montrer que cette idéologie hégémonique occidentale est discutée et remise en cause dans la plupart des pays à l'heure actuelle. Même au sein de l'Union européenne, vous avez la CELE, je m'excuse d'écorcher son nom, cet homme politique anti-Union européenne qui
est contre cette idéologie portée par les Américains, dans l'idéologie hégémonique. Et donc, c'est un peu partout que ça se discute. Mais sauf que à l'heure actuelle, le débat, il est accru, il est mordant, et donc ils ne peuvent plus se recoqueviller et dire que on a l'avantage du nombre, dont la démocratie prime. Donc aujourd'hui, ils mènent des actions. Vous avez cette action que la France a menée sur un panafricaniste, par exemple, Kémy Séba, la déchéance de la nationalité. Donc ils utilisent tous les moyens pour nuire, pour conforter cette idéologie-là, pour asseoir, naturellement, faire peur aux autres qui aimeraient se lancer dans ce combat-là de restitution des valeurs des nations et du respect des nations. Et donc oui, l'hégémonie occidentale, elle est discutée, elle est mise en déroute par les acteurs tels que la Russie, la Chine d'un point de vue économique, l'Inde d'un point de vue démographique. Et le livre que nous a sorti le professeur Emmanuel Todd démontre qu'ils sont à la ramasse, tout simplement parce qu'ils sont dans une défaite. Fini, où s'arrêtera Vladimir Poutine face aux sanctions? L'on sait que les sanctions de la France contre le Mali n'ont pas changé la détermination des Maliens. Où s'arrêtera le président de la Fédération de Russie? C'est une excellente question. Mais les éléments qui permettraient de définir où est-ce qu'il s'arrêtera, je dirais que je ne les ai pas sous la main, mais je me permettrai d'apporter une réponse si je pense que oui. Je peux me permettre, dans la mesure où, si on regarde sa relation avec les pays africains, cela permet de dire tout simplement où est-ce qu'il s'arrêtera. Cette volonté de créer une nouvelle manière de tisser des relations montre que c'est une toute autre idéologie qu'il greffe à cette relation-là, qu'il respecte, n'est-ce pas, ses vis-à-vis, qui respecte la souveraineté de ses vis-à-vis et qui vient en aide véritable à ses amis. Dans la mesure où, si vous avez des problèmes sécuritaires, le président Vladimir Poutine, vous lui demandez, je ne sais pas, des drones, s'il est en capacité de vous apporter ces drones qui permettraient d'asseoir une certaine stabilité sur un territoire bien particulier, il vous l'apporte. Ce n'est pas un discours. Comme les États-Unis ont eu affaire avec le Cameroun lorsque cet ambassadeur Ballerin était en poste, où ils nous ont offert, où on a acheté les SECNA, les avions d'observation. Il nous dit, on vous les offre, mais sauf que c'est circonscrit au territoire de l'extrême nord. Si ça sort de là, on aura des problèmes de partenariat avec vous. Et donc, vous voyez qu'il y a l'aide, mais sauf que l'aide est encore dictée comment elle doit être utilisée. Or, avec la relation de la Russie, ce n'est pas véritablement le cas. Vous avez la liberté d'utiliser le matériel qui vous est offert comme vous le désirez. Et donc, il y a cette différence de relation, de gestion de relations déjà entre les nations. Le deuxième élément qui permettrait de montrer où est-ce qu'il s'arrêtera, c'est de dire que si l'idéologie qu'il porte et qui est portée par tant de nations dans le monde n'est pas celle qui gouverne le monde, il va continuer. Il va continuer à travailler à ce que cette idéologie-là s'éparpille dans les différentes nations pour que les relations internationales définies par ce monde unipolaire ne soient plus existentielles, ne soient plus pratiquées, ne soient plus à l'ordre du jour. C'est cette multipolarité qui doit gouverner les nations de nos jours pour montrer que tout simplement que l'horizon indépassable qu'a défini les États-Unis a trouvé son point d'achoppement et qu'il faille redéfinir les cartes, rebattre les cartes pour que les nations elles-mêmes s'approprient leur souveraineté. Il n'y a pas de procuration de souveraineté comme les États-Unis ont défini, par exemple, pour les pays africains. Vous avez un problème de terrorisme,
vous devez partir au niveau des États-Unis qui vont vous former, qui vont vous apporter la science nécessaire, que non. Au niveau de la Russie, on vous apporte naturellement cette science-là, mais c'est vous qui êtes au four au moulin à juguler les différents conflits qu'il y a sur votre territoire. L'autre élément, le plus important, je pense, c'est le rapport du président Vladimir Poutine avec les nations occidentales. Ce rapport qui se veut aujourd'hui conflictuel, qui permet de montrer qu'il y a un schisme entre les idéologies de façon claire, dans la mesure où la considération pour le russe est discutée aujourd'hui. La considération qu'on accorde aux Russes est discutée aujourd'hui, tout simplement parce que le président Vladimir Poutine a ouvert, comme ils le disent, un conflit au niveau de l'Ukraine. Et maintenant, de ce conflit-là, toutes les hypothèses sont mises sur la table pour montrer que, par ce conflit, il a une carte dans sa tête. Je ne sais pas comment ils arrivent à le faire, mais il a une carte dans sa tête qu'il aimerait reconstruire l'URSS. Et donc, on se dit, par exemple, qu'il a attaqué aujourd'hui, vous allez écouter ce discours propagandiste, déjà parce qu'il est porté par ce que Edouard Bernays appelait les leaders d'opinion, qui viennent s'aimer les idées à faire adhérer l'opinion publique à une certaine cause. Et donc, ces leaders d'opinion-là viennent faire comprendre que le président Vladimir Poutine mène des actions qui l'aideraient à reconstruire une nouvelle carte de la Russie. Et donc, ce point-là est le plus important dans la mesure où ce philosophe Doukhine, je pense, il a perdu sa fille dans un attentat, qui a redéfini la philosophie eurasienne sur laquelle se basent les Occidentaux pour essayer, n'est-ce pas, de comprendre ce qui se passe dans la tête du président Vladimir Poutine. C'est de reconstruire ce qu'ils ont considéré comme étant les territoires perdus de la Russie. Et donc, cela permet de se rapprocher, par exemple, des pays qui se sont alliés ou alors qui ont intégré l'Union européenne pour constituer un bloc qui met naturellement la Russie au banc des accusés et qui n'aide pas forcément ceux qui aimeraient travailler avec elle, parce que vous avez les sanctions qui viendraient. Et donc, où s'arrêtera le président Poutine, c'est quand, par exemple, il ne sera plus considéré comme ce Benito Mussolini qui n'a que ses idées et qui travaille à les implémenter. Ce Hitler qui martyrise les peuples, qui les met au goulag, ce Franco l'Espagnol, qui c'est un dictateur tout simplement. Ils disent que c'est un dictateur qui nous ramène dans une histoire sombre de l'Europe. Et donc, où est-ce qu'il s'arrêtera? C'est quand les nations comprendront de façon claire que la souveraineté n'est pas quelque chose de négociable. La souveraineté est quelque chose qui aide à la construction du développement, qui accompagne même le développement, qui est à la base du développement. C'est Jean Bodin qui nous disait cela, dans la mesure où c'est la gouvernance qui est déléguée, mais la souveraineté est quelque chose qu'on ne saurait déléguer. Parce que si vous conférez par les mécanismes de vote votre pouvoir souverain, vous, peuple, à un individu qui doit gérer, n'est-ce pas, cette souveraineté-là, vous la perdez. À ce moment, il nomme maintenant ceux qui vont gouverner la gouvernance, ceux qui vont gouverner l'État, mais il n'est pas en votre capacité de destituer cet État-là parce que vous avez perdu votre souveraineté. C'est le principe simple de la démocratie tel que décrit par Jean Bodin et non pas repris par le contrat social de Rousseau qui essaye de mettre la gouvernance au-dessus, non, l'interprétation du contrat social de Rousseau qui, certains considèrent qu'il est au-dessus de la souveraineté des nations. Que non, le peuple n'est pas au-dessus
au-dessus de la souveraineté d'une nation parce qu'il la perd quand il va voter. Et donc cela permet de dire ici que le président Vladimir Poutine, en mettant la souveraineté de la nation au cœur de son action diplomatique internationale, remet au goût du jour, n'est-ce pas, l'existence de l'État, l'existence de la nation, l'existence, la primauté de la nation sur les multinationales, ce contrat. Donc il y a beaucoup de choses à dire qui permettraient de dire où est-ce qu'il va s'arrêter, mais c'est difficile de dire quand est-ce qu'il va s'arrêter. On peut dire où est-ce qu'il va s'arrêter. Par exemple, si les multinationales ne condamnent plus les États, si les États africains sont mieux pris en compte au niveau international, s'ils envoient au chapitre au niveau de l'ONU, si la dénazification est effectuée, si la démilitarisation de l'Ukraine est effectuée, si Hunter Biden arrête son laboratoire de produits chimiques est effectué au niveau de l'Ukraine, si au niveau de l'Iran n'est plus sous embargo états-unien, si Cuba retrouve l'aura internationale qui doit être le sien. Donc le président Poutine, vous voyez qu'il travaille à ce que les nations soient reconsidérées d'un simple point de vue diplomatique international. L'opération spéciale du président Poutine a de facto changé la donne internationale. C'est sur ces mots que s'achève cette édition de Géopolitique. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro.